je suis Mahmoud Ibrahim, je suis historien, docteur en histoire, spécialiste de la colonisation. Je suis aussi enseignant dans le secondaire, donc j'enseigne l'histoire. J'ai fondé une revue d'histoire depuis 2000. Je suis aussi le fondateur des éditions Sélacanthe, qui fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Bon, moi j'ai hésité longtemps entre l'histoire et la littérature. Et donc j'avais commencé en histoire et puis après je me suis inscrit en lettres en même temps. Et au final, vers 92 ou 93, j'ai décidé vraiment de me consacrer à l'histoire des Comores. Donc j'ai commencé à travailler, surtout poussé par les recherches qu'avait fait Martin avant, Jean Martin, donc, qui a travaillé sur les Comores du 18e jusqu'au 19e. Et puis c'est arrêté environ en 1912, donc je me suis dit, bon, peut-être que le travail pouvait être continué à partir de 1912. Et donc j'ai commencé à travailler sur les colons, la colonisation aux Comores depuis 1912, à partir de 1912. Ce qui correspond aussi à l'année où les Comores sont colonisées officiellement, les 4 îles. Parce que Mayotte était colonisée avant, 1843. Par contre, l'ensemble de l'archipel, c'est 1912. En fait, j'ai travaillé sur la société coloniale et puis après, j'ai travaillé sur les élites comoriennes, les élites politiques. Et la dernière partie de mes recherches, donc pendant la thèse, j'ai voulu prendre un exemple parmi les hommes de cette élite et montrer comment on formait l'élite à l'époque, comment on devient un homme politique influent dans cette époque de la colonisation. Alors, on était sous la colonisation et j'ai montré pour Seyd Mohamed Cheikh qu'il y avait plusieurs ressources justement. J'ai commencé justement par étudier le milieu dans lequel il est né, qui forcément l'a propulsé, puisque à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'écoles, il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient à l'école et qu'on envoyait d'abord les enfants de l'aristocratie à l'école. Et donc il a pu bénéficier de cela, il a été à l'école. Il a été à l'école primaire et puis ensuite l'école régionale et puis l'école de médecine à Madagascar. Les deux ont joué puisque d'abord c'est un enfant de l'aristocratie donc il a pu entrer à l'école, mais aussi ses capacités intellectuelles ont fait que. Et puis bon, il a fait le grand mariage et ça compte aux Comores. Il a pu aussi s'élever dans la société comorienne par ces traditions-là. Il est un charif, donc il était reconnu. Et puis quand il est devenu médecin, puis ensuite il a pu devenir député parce qu'il était reconnu aussi dans la société. C'était pas seulement les connaissances qu'il avait, c'était aussi parce qu'il était reconnu qu'il a pu arriver en 1945 à la Grande Comore, dire au prince Saïd Ibrahim, écoute, laisse-moi me présenter à ta place une première fois et puis la deuxième fois je te laisserai. Et le prince Saïd Ibrahim a accepté. Oui, en partie, mais après bon, chaque période a ses caractéristiques, mais on peut voir des lignes qui se continuent depuis la colonisation, notamment ce capital de départ qui est l'aristocratie. Ce n'est pas rien d'être né dans l'aristocratie ou d'être né dans une famille de paysans, même si certains aux Comores ont du mal à reconnaître cela. C'est encore vrai aujourd'hui, même si on a eu des exceptions. Il y a ce capital-là, et puis il y a le fait que on n'a pas réellement des professionnels, comme j'ai pu lire à gauche, à droite, de la politique. La plupart se sont formés sur le tas, et puis on fait d'autres choses avant d'arriver à la politique. Oui, c'est difficile, je confirme. Faire de l'histoire dans ce pays, c'est très difficile.
Parce que faire de l'histoire, ça veut dire qu'on va fixer des choses sur le papier et qu'ensuite c'est très difficile de les changer, de dire autrement. Or, c'est pas l'habitude dans ce pays. Selon l'endroit où l'on va parler, selon le moment, on va dire une chose d'une personne et on ne va pas dire d'autres choses. On va cacher certaines choses et on va révéler d'autres. Alors que si on décide de faire de l'histoire, on fixe. Et ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, le Shinduanzi, selon les circonstances, on va dire une chose d'une personne et on va cacher d'autres choses. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, bah oui, j'ai eu pas mal de pression, surtout sur Seyd Mohamed Cheikh. C'est un personnage, c'est peut-être le plus grand personnage aujourd'hui aux Comores, personnage historique, j'entends. Et oui, j'ai eu des pressions parce que la famille, parce que les petits-neveux, ont voulu contrôler ce que j'allais dire, ont voulu me dicter ce que j'allais dire par la suite. Et donc oui, j'ai eu des emails, j'ai eu des appels pour me prévenir. Bon, il y avait certains d'entre eux avaient peur aussi parce que il y avait des enfants de Seyd Mohamed Cheikh dont on n'avait jamais parlé, qui étaient en France, 2 enfants. Et quand ils ont su que j'avais découvert ces 2 enfants, et certains dans la famille ont tenté plus ou moins de me faire des pressions là-dessus. Mais bon, après ils ont rencontré même le garçon et puis ça s'est bien passé. J'ai eu par contre d'autres membres de la famille qui m'ont appuyé et qui m'ont dit de toute façon c'est de ma responsabilité ce que j'allais écrire. En tant qu'historien, j'avais une responsabilité de dire la vérité, etc. Donc ceux-là, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné des archives et ils m'ont appuyé. C'est le cas du docteur Seyd Mohamed, qui m'a donné notamment les archives sonores que maintenant tout le monde peut entendre parce que je les ai fait enregistrer sur CD, alors qu'avant c'était des bandes sonores et que personne ne les avait entendues, ou juste à la radio de temps en temps. Maintenant les gens peuvent les acheter en CD parce que ce garçon-là m'a remis ces bandes et que ces bandes-là je les ai transférées sur un CD. Et puis un autre fils de Seyd Mohamed Cheikh qui est en Joannais aussi, qui m'a amené voir des gens qui connaissaient son père. Et, bon. Donc vous voyez, dans la famille, il y avait des gens qui ont passé leur temps à me faire des pressions et puis d'autres qui m'ont beaucoup aidé en disant qu'il fallait qu'on développe l'histoire de Seyd Mohamed Cheikh. Mais on raconte des histoires. L'oral, oui, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à l'oral, on peut dire des choses, changer quelques jours ou quelques mois après, etc. Mais avec l'histoire qu'on fixe, c'est très difficile. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'historiens. Hein. À l'université, il y a beaucoup d'historiens. Il y en a pas mal. Le problème, c'est la production. On en a beaucoup, mais qui travaille réellement, qui fait des recherches, il y en a très peu. Mais maintenant, on a pas mal d'historiens. Même des non-historiens qui font de l'histoire. Les archives sont là. Il y en a pas mal, ça disparaît de jour en jour. Et ça, je voudrais lancer un cri d'alarme à propos de ça parce que à chaque fois que je retourne au Senderes, je remarque que des archives ont été enlevées et que ça ne revient pas. Notamment les archives photos. Heureusement qu'on avait numérisé certaines photos. Mais pas mal de photos ont disparu et pas mal de documents d'archives que j'ai vus à un certain moment, je ne les revois pas. Or, les gens passent leur temps à dire Alice Wali a brûlé des archives, mais le peu qu'on a n'est pas conservé. Et j'ai vu à Mayotte un archiviste qui m'a montré des sacs d'archives qui venaient d'Anjouan. Donc ça veut dire qu'en Anjouan, certains ont fait des sacs de riz qu'il y a aux Comores, et ils ont mis des archives dedans, ils les ont envoyés à Mayotte. Et à l'époque, j'avais rencontré la directrice des archives de Mayotte, et elle était claire, elle a dit à Moroni, on nous ouvre toutes les portes à partir du moment où on ouvre nos portefeuilles. Voilà l'expression qu'elle a employée elle-même. Ça veut dire qu'ils ont pu acheter des archives comme ils ont voulu. J'avais attiré l'attention du directeur à l'époque, mais je vois que les choses n'ont pas changé. Donc les archives sont là, elles disparaissent, elles ne sont pas bien conservées. Il faudrait faire quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de production dans cette université, il n'y a pas de recherche.
En ce qui concerne l'histoire, en tout cas, bon, les élèves font jusqu'en licence et il n'y a pas encore de maîtrise de toute façon, donc il n'y a pas de recherche, même si des fois on voit des professeurs, même en deuxième année, dire à leurs élèves, vous allez au village, vous allez chercher ça et ça. Je ne sais pas si c'est utile en deuxième année, mais certains font ça et non, je pense qu'on n'a pas du tout avancé au niveau de la recherche ici. Et heureusement que la recherche historique se fait en France, sur les Comores, oui. Parce que sur place, il y a très peu de chercheurs qui produisent, il y a très peu, enfin, je ne sais pas combien de chercheurs de l'université de Comores produisent au moins un article dans l'année. Je pense qu'il n'y en a pas, il n'y a pratiquement personne qui fait des articles ou qui continue, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas des thèmes sur lesquels plusieurs professeurs font recherche. Je sais que je vais encore me faire mal voir dans cette université en disant cela, mais c'est une réalité, il n'y a pas de production. Et ça fait des années, à chaque fois que j'en parle, on me dit l'année prochaine il y aura de la recherche. Je pense que tous les présidents de cette université ont dit ça un jour.